Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sans Dossard. Aujourd'hui nous allons parler de lancer, nous allons parler de collectif, nous allons parler d'un des grands moments de la saison, les interclubs. Bienvenue. Antoine Duc, pour Sandossard, directeur et entraîneur au Clermont Auvergne Athlétisme. Bonjour Antoine, comment Bonjour. vas-tu? Ça va, merci de l'accueil à Bourgoin, c'est avec un grand plaisir que je suis là. Bien arrivé jusqu'au studio de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour le tournage de ce deuxième épisode de Sans Dossard. Aujourd'hui, on va parler de toi. Forcément, on va parler de tes appétences. Et puis, on aura un gros sujet, c'est celui des interclubs Mm. à aborder. Mais on va commencer par ton parcours, tout simplement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ta première licence? Alors ça a commencé au collège grâce à mon prof de PS, Jean-François Raffaly, qui était en même temps entraîneur dans le club d'athlétisme de Cercy-la-Tour, le club athlétique des Eaux Vives. Et c'est lui qui m'a donné l'amour du sport et puis plus particulièrement l'amour de l'athlétisme. Et donc du coup, c'est grâce à lui en partie que je suis là et que je suis dans l'athlétisme aujourd'hui. Tu as commencé à Cercy-la-Tour. Mm. Ensuite, tu as eu un passage par Montpellier. Oui, exact, Et, pour les études. Donc voilà, j'ai fait 2 ans à Montpellier. et l'arrivée au Clermont Auvergne Athlétisme. Exactement. Ton parcours d'athlète, on a parlé de tes clubs, Mm. mais forcément en athlétisme, on a une diversité de disciplines assez importante. Tu as commencé plutôt perche en main, je crois, Oui, avant de basculer vers le lancer. ça peut paraître étonnant, mais à Cercy, voilà, culture de la perche. Donc on était tous obligés d'y passer au départ. Et puis après, c'est développer les lancers. Et puis vu mon gabarit, c'était plus simple pour moi de m'exprimer sur les lancers. Même si j'aimais bien sauter à la perche, c'était fun. Mais voilà, je me suis plus après dirigé sur les lancers où j'ai pris beaucoup de plaisir et où j'en prends encore. On va rappeler un peu ton pédigré. Mm. Plus de 50 mètres au marteau, Mm. 9 fois champion d'Auvergne à l'époque où il y avait Je te deux fais régions, je te fais confiance parce que je sais pas. mais quand même des Oui. performances notables et remarquables. Oui, après, voilà, 50 mètres au marteau, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, c'est le mérite d'exister. Et puis, voilà, on se faisait plaisir à l'entraînement dans un groupe d'entraînement, donc multi-lancé. Et voilà, c'est là où on prenait du plaisir à l'entraînement. L'entraînement, aujourd'hui, ça fait partie un petit peu de ton quotidien, d'une autre manière. On va aborder la question par tes missions au Clermont Auvergne Athlétisme. Tu es directeur général du Clermont Auvergne Athlétisme. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au quotidien? Mon rôle au quotidien au niveau du Clermont Athlé, j'ai un versant entraînement, donc là où, voilà, entraîneur au niveau des lancers, où je travaille en binôme avec Christophe Valette sur poids, disque et marteau. Un versant également préparation physique pour tous ces athlètes-là et même un ou deux athlètes sprinteurs du club. Et ensuite un versant administratif, donc là où voilà, ça va être composition des équipes interclubs par exemple, plein rush en ce moment, mais la gestion administrative également par rapport aux créneaux d'entraînement et les objectifs du club, voilà, donc un peu de politique sportive également sur la gestion quotidienne. Plein de missions, ça doit faire des semaines assez intenses. Des semaines intenses mais super intéressantes parce que ce que j'aime en fait, c'est que j'ai l'impression de jamais faire le même métier. Tantôt sur le terrain, tantôt au bureau. Donc une fois en jogging, une fois on essaie de s'habiller un peu mieux pour des rencontres, voilà, pour des rendez-vous. Et donc du coup j'ai l'impression de jamais faire la même chose et c'est ça en fait qui est super motivant et super attractif dans le travail quotidien. Dans ton travail quotidien, on va mettre en lumière une partie de manière un petit peu plus forte, c'est la partie entraînement. Je suis allé creuser dans ton historique et j'ai une trace de ton premier pas vers l'entraînement à l'âge de 17 ans, Mm. dans le cadre d'initiation autour des championnats du monde à Paris 2003, Oh, qui était a priori un week-end plein de premières. tu es très bien renseigné.
Exactement, oui, 2003, où on a eu la chance de faire les promotions des championnats du monde de Paris, où on faisait 4 jours par semaine dans différents centres. Il y a eu Vélizy, La Défense, et le troisième, je me souviens plus, Châtelet-Léal? Châtelet-Léal, exactement. Très très bien renseigné. Et où donc, voilà, on faisait des initiations pour le public qui passait sur les lancers, les sauts, les courses, et où on faisait des démonstrations de saut à la perche en même temps. Donc c'était une première expérience en tout point très instructive. Avec notamment la découverte des transports. Je crois que c'était une des Les premières fois où tu ouais, prenais le train, le TER, le c'est métro. exactement ça, les transports en commun, milieu urbain, moi qui viens d'une petite ville de 700 habitants où j'avais jamais bougé avant d'arriver à Clermont-Ferrand à la fac en 2003. Donc ouais, c'était plein de découvertes simultanées, mais voilà, très enrichissant. Et ce qui m'a basculé aussi dans l'envie de transmettre et de continuer après les entraînements et de faire donner du plaisir aux athlètes qui veulent s'entraîner. C'est vraiment pour toi le moment déclencheur qui t'amène vers l'entraînement, ou ça s'est fait quand même un petit peu plus tardivement, avec l'âge avançant et puis un peu plus de recul sur sa pratique. Non, je trouve que c'était une suite logique pour moi parce que l'entraînement et entraîner, ça me permettait également de mieux comprendre certaines choses dans mon entraînement personnel. Et c'était super intéressant d'échanger, d'essayer d'expliquer des exercices. Puis à ce moment-là, on se disait, bah, mais pourquoi toi tu le fais pas? Et donc du coup, c'était plus une suite logique qui m'enrichissait également et qui permettait de profiter aux athlètes du club. Donc c'est vrai, c'était vraiment un complément et quelque chose de bénéfique en tout point. Si tu devais nous donner ton premier souvenir d'entraîneur, alors là il y avait 2003, c'était sous l'initiation, c'était du grand public qui est venu Mm. à toi, mais ton premier souvenir d'entraîneur, que ce soit à l'entraînement avec un athlète, une compétition, quel est-il? Celui qui me reviendrait alors, il est un peu plus tard, c'est quand j'entraînais avec Christophe Valette Yann Lance au lancer de poids et qui fait les championnats de France élite en salle à la maison et qui va chercher une médaille. Et ça, c'est ouais, le premier grand moment en souvenir en tant qu'entraîneur. Parce qu'en plus, Yann étant un ami très proche, on s'occupait de la technique, de la préparation physique. C'était vraiment quelque chose qui se faisait en symbiose et vraiment un grand moment en plus à la maison. Ouais, c'est sûr, l'avantage aussi d'avoir un si bel écrin que celui du stadion Jean Pelé, c'est que ça permet de vivre des émotions avec les amis et la famille. Exactement. Et puis le public qui était derrière et où ça fait une émulation et où c'est vraiment, c'est, ça se décrit pas, faut le vivre. Je vois que tu en as encore les frissons. Ouais, ça, C'est assez bien pour nous que tu parles de ton lien avec Yann, où tu dis que bah, c'est presque plus qu'un athlète, c'est un ami au quotidien. La relation coach-athlète, il y a un point de départ, c'est la rencontre, comment elle se fait. Il y a une gestion quotidienne avec des hauts, des bas qu'il faut gérer. Des fois, il y a des ruptures. Quels sont pour toi les ingrédients d'une relation coach-athlète équilibrée et qui est surtout une relation coach-athlète qui est pérenne et optimisée. alors déjà, le premier point et celui qui est le plus important pour que ça fonctionne, ça va être la confiance. La confiance l'un à l'autre. Après, on n'est pas forcé d'être amis très proches. C'est arriver à se comprendre l'un et l'autre, comprendre les besoins de l'athlète, s'il a besoin plutôt d'une relation fusionnelle, entre guillemets, ou plutôt de quelque chose de très, comment dire, standardisé, carré, un peu éloigné. Donc ça va être arriver à comprendre les besoins de l'athlète et puis arriver à s'y adapter au mieux pour répondre lui à ses besoins et le faire progresser à ce moment-là. Donc certains athlètes vont être beaucoup plus proches, échanger beaucoup plus, et d'autres beaucoup moins. Ça c'est vraiment en fonction, voilà, des personnes et des besoins. C'est vraiment très aléatoire, très fluctuant d'un athlète à l'autre. Tu vois, on va prendre des exemples parmi les athlètes les plus connus de ton groupe ou qui ont fait partie des athlètes qui ont le plus brillé sur la scène Mm. nationale, voire internationale. Tu as entraîné Yann Chaussinan, deuxième meilleur performeur français
de tous les temps au marteau avec 80 mètres 91. Tu entraînes Ingmar Bradby-Bellem, Mm, qui est le troisième meilleur performeur français au poids junior mm, de tous les temps avec 20 mètres 09 et qui a 12 cm d'un potentiel record de France de Frédéric Daget mm. qui pourrait être battu cet été. Tu as entraîné aussi Nicolas Fédit qui a réalisé plus de 60 mètres au marteau. Euh, Ces trois athlètes, tu les abordais comment Mhm. pour mettre en pratique et en lumière ce que tu expliquais avec ce côté différenciation? Alors, Yann, beaucoup plus d'une. C'est bien parce qu'au moins, c'est trois profils qui sont totalement différents. Yann, on était vraiment sur une relation professionnelle, carrée, où voilà, on pouvait y avoir des échanges en dehors de l'entraînement, mais c'était toujours pour l'entraînement, pour arriver à caler, que ce soit l'entraînement physique, l'entraînement euh, technique. Voilà, tout tournait autour de l'entraînement sur quelque chose de très carré, voilà, très stéréotypé, professionnel. Euh, Nicolas, pareil que j'ai connu en 2013 également. Lui, avec le temps, je l'entraîne encore. Donc on est parti d'une relation où il était junior et maintenant et plus de 30 ans. Donc ça a évolué de quelque chose de l'entraînement où maintenant on discute bien, on est amis et on peut parler de tout et rien, totalement en dehors de l'entraînement. Et puis actuellement, Igmar, c'est tout neuf. Igmar, ça fait 2 ans et demi. Donc on apprend encore à se connaître. Il est jeune, c'est lui apprendre les rouages de l'entraînement, ce qu'il fait très bien. Et son niveau permet aussi d'avoir des encadrements fédéraux qui permettent de très bien appréhender les facteurs de la performance. Donc on se construit ensemble, c'est ce que je dis aussi, c'est que l'entraîneur il se construit en parallèle de l'athlète. Et j'apprends tous les jours, que ce soit avec n'importe quel athlète, même si c'est un niveau régional, un niveau national, on apprend tous les jours de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui est super enrichissant aussi. Ça t'est arrivé, au bout d'un moment, d'arriver sur une limite où tu t'es dit, bah, on ne peut pas aller plus loin dans la relation entraîneur-entraîné parce que tu as une casquette entraîneur de marteau, référent au niveau. Tu accueilles à Clermont des athlètes venus Mm. d'autres clubs. Est-ce que tu as déjà été confronté à une limite, c'est-à-dire te dire, bah, maintenant qu'on se connaît, Mm. je ne peux plus t'apporter ce que tu as besoin. Et dans ce cas-là, comment aussi ça se gère ces moments-là? Alors, aller jusque-là, non. Après, j'essaye toujours en tant qu'entraîneur, quand on sent la limite ou arriver à un palier, de trouver quelque chose de différent pour justement casser cette barrière et arriver à progresser. Malheureusement, des fois, on ne trouve pas les bons ajustements. Et là, c'est souvent l'athlète qui dit non, mais on n'y arrive plus, faut changer, il faut aller voir ailleurs. Et voilà, et ce que j'accepte tout à fait, parce que les athlètes ne nous appartiennent pas. Les athlètes sont maîtres de leur destin et de ce qu'ils veulent faire. Donc, s'ils veulent aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Après, la grande chance, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on travaille en binôme avec Christophe Valette. Donc des fois, quand il y a des blocages, je dis, allez, tu vas faire deux, trois séances avec Christophe, qui aura peut-être le même discours que moi, mais dit différemment, et qui va permettre de casser justement cette routine et d'aller progresser encore. Donc après, c'est aller chercher, et si ça convient à l'athlète, tant mieux. Et si ça ne matche plus, ben, voilà, l'athlète va regarder à droite à gauche, va essayer de trouver une autre solution. Dans tous les cas, tout ce qui doit se faire, c'est au bénéfice de l'athlète et pas le contraire. Sans parler forcément de fins un peu compliquées, il y a des situations de vie qui vont faire que des athlètes vont déménager, changer de lieu d'entraînement. Et, euh, et on te voit avec une sincère amitié, respect pour les athlètes Mm. que tu as entraînés. Est-ce que la relation entraîneur-athlète, elle survit après la fin de l'entraînement? Quel regard toi tu gardes sur les athlètes qui sont partis de ton groupe et qui continuent d'œuvrer, de faire des compétitions à côté? Alors après, je regarde bien sûr, je les regarde parce que ça me plaît de voir encore leur évolution derrière, comment ils s'en sont sortis, en espérant que ça fonctionne. Et après, c'est plus forcément une relation athlète-coach, mais athlète-ami ou pote de terrain d'athlète, et avec qui on discute, on peut aller boire un coup et voilà, et parler de leur nouvelle vie, comment ça se passe, et en dehors du marteau, au niveau professionnel, au niveau scolaire, et voilà, en espérant qu'ils aient pu trouver leur équilibre et leur plaisir dans leur nouvelle vie scolaire, professionnelle, d'athlète, et même des fois personnelle. Donc voilà,
c'est une continuité, mais qui, du coup, on ne parle plus forcément de technique, même quasiment pas du tout. Ça peut être félicitations pour les perfs. Non, je ne veux pas aller dire attention, maintenant tu as oublié ce point technique-là. Moi, ça ne me regarde plus. Tu te fais plaisir, tant mieux, et voilà, c'est prendre des nouvelles, comme un vieux pote qu'on n'a pas vu depuis 3-4 ans, et voilà. Et les lancers euh, font partie des disciplines où il y a peut-être un peu moins de monde que par exemple un groupe de sprinteurs ou un groupe de demi-fondeurs. Donc de facto, tu arrives à entraîner une palette assez large en fait, du très haut niveau Mm. à le jeune compétiteur qui se lance dans l'aventure des lancers et puis l'athlète loisir. Tu fais comment toi pour les accompagner individuellement dans leur quête respective? Bon, alors après, déjà, dès le début de l'année, quand on se voit, etc., je leur demande, bah, voilà, quels sont vos objectifs, quelles sont vos disponibilités pour arriver à mettre en place un planning d'entraînement cohérent entre leur disponibilité, leur volonté et leurs objectifs. Et après, je vais fonctionner sur le fond de la même manière pour tous. C'est juste mon niveau d'exigence, que ce soit au niveau physique, technique, nutritionnel, etc., d'organisation, qui va changer. Ils vont connaître, même s'ils sont au niveau régional, pour un niveau national, ils savent qu'il faut passer d'un cran, mais déjà maîtriser ce niveau-là, en termes d'organisation, en termes d'entraînement, pour ne pas aller griller les étapes. Et voilà, mais moi, là, j'ai la même base pour tout le monde. Et après, les proportions, le niveau d'exigence, c'est différent en fonction du minime qui vient 1 à 2 fois par semaine à l'athlète de niveau national qui va venir 6 fois dans la semaine. Tu as parlé de la place de la technique, du physique, de la nutrition. Euh, Est-ce qu'on doit comprendre que ce pack que tu vends, que tu traites euh, ensemble, séparément, tu vas répondre à cette question, comment tu abordes Mm. la place des grosses dominantes, physique, technique, mentale, nutritionnelle. Mm. Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose que tu vas donner à peu près en pourcentage équivalent à chacun et après c'est vraiment leur nombre de fois à l'entraînement qui va faire évoluer? Ou est-ce que il y a suivant le public que tu as, tu as juste plus l'une que l'autre? Alors déjà, je ne suis pas spécialiste de tout, donc tout ce qui va être mental, nutritionnel, médical, je vais leur en parler, ils vont être au courant, je vais leur dire ça serait peut-être pas mal, mais c'est eux qui doivent faire la démarche de. Parce que ça doit venir de l'athlète. Si on le force, c'est pas bon parce que ça va pas fonctionner à 100%. C'est une volonté de l'athlète de le faire. Moi, je vais m'occuper euh, d'élaborer tout ce qui est point de vue technique et physique. Après, sur les jeunes, ça va être surtout un travail qui est le plus important, mais sur un terme un peu de mobilité, de connaissance de soi, de coordination. On va monter crescendo sur la. Par contre, même s'ils s'entraînent en même temps que les grands, ou eux, les grands vont faire de la musculation en même temps. Donc ça va être vraiment l'ajustement des contenus en fonction de. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, je ne peux pas vous donner de recettes miracles ou de comment je fonctionne parce que ça va dépendre de 15, 20, 30 facteurs, je ne sais pas, et du jour J également, en fonction de l'état de forme, en fonction de l'état mental. Donc ça varie beaucoup d'un athlète à l'autre, d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre, sur ces points-là, entre la physique, le physique pardon, et la technique. S'adapter toujours, tout le temps, pour essayer de tirer le meilleur de l'athlète, hein, Je pense que c'est le point le plus important avant le. Alors les connaissances en termes de physique, de technique, etc. sont très importantes, mais l'adaptabilité de l'entraîneur par rapport aux conditions d'entraînement et par rapport à l'athlète, c'est la qualité principale, je pense, pour un entraîneur. Tu es plutôt identifié comme entraîneur de lancer de marteau au niveau national. Euh, Par contre, tu entraînes aussi des athlètes qui œuvrent dans d'autres disciplines que le marteau, le disque, le poids notamment. Mm. Comment tu mets à profit ton expérience du marteau pour accompagner les athlètes vers ces autres lancers? Alors en fait, moi, les lancers, que ce soit le marteau, le disque ou le poids, j'ai une conception, entre guillemets, très mécanique. Donc pour moi, les trois lancers sont à peu près identiques, parce que je vais regarder trois choses principalement, qui vont être un axe de rotation, notre lanceur, le rayon d'action et la prise d'avance des appuis et l'accélération, qui sont liés. Et pour moi, ces trois choses-là sont
très transversal aux 3 lancers. Donc même en étant spécialiste d'un, je pense qu'on peut très bien entraîner les 2 autres, qui demandent des spécificités chacun d'entre eux. Mais d'un point de vue général, passer de l'un à l'autre sur la même séance, il y a des séances où j'entraîne les 3 en même temps. C'est pas un souci parce que pour moi, l'œil est plus sur la mécanique avec l'axe de rotation et l'accélération de l'engin. Donc c'est ça qui me permet en fait de passer de l'un à l'autre où je vois pas que du disque ou que du marteau. C'est vraiment sur un complexe entre l'engin et le lanceur, l'athlète. C'est C'est cartésien. c'est cartésien comme approche, c'est exactement le mot que je cherchais. Hum, on a parlé de préparation physique et technique sur lesquelles tu avais un regard plus avancé, une ouverture d'esprit pour accompagner les athlètes vers les personnes plus adaptées sur les autres volets. On a parlé mental, Ouais. santé notamment. Euh, il y a un moment où le technique et le physique se rencontrent de manière très intense, c'est la question des stages. Ouais. Euh, on est à quelques jours, semaines des interclubs. Euh, comment toi, est-ce que toi tu utilises les stages dans la préparation des athlètes? Est-ce que, par exemple, ils reviennent de Mhm. stage au moment où nous discutons? Exactement, ils reviennent de stage. Alors moi, par rapport au travail et par rapport à ma vie perso, j'ai pas pu partir en stage, mais j'ai des athlètes du groupe qui sont partis à droite et à gauche. Anaël Loubatière, par exemple, est partie avec Yann Chaussinan. Ils sont partis vers l'île d'Oléron. Et Igmar est parti à Alicante avec le groupe de Mike Conjugo. Des périodes très importantes parce que ça permet une plus grosse charge de travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les athlètes voient un autre entraîneur, pour moi, en plus, sur ces cas-là, ce qui va permettre d'avoir un autre discours, même si on a la même vision, mais dit différemment, et qui va permettre à l'athlète de progresser d'une part par rapport au volume d'entraînement, qui est plus important qu'une semaine classique, mais également avec un autre discours, avec une autre vision, et où on va peut-être arriver à soigner des points faibles que nous, on n'avait pas identifiés auparavant. Donc là, les athlètes, Anaël est encore en stage là, en Charente avec Yann, notamment, et Ingmar est rentré, là, donc on a fait une petite semaine cool pour récupérer, parce que c'est toujours éprouvant. On rentre de stage, il y a la fatigue, en plus la reprise des cours. Donc voilà, mais qui va être. Je pense que ça va être 2 stages qui vont être très prolifiques pour la saison estivale pour ces 2 athlètes-là, entre autres. Tu as parlé que Ingmar était à Alicante, donc Mm. en Espagne. Quand on emmène un groupe vers l'étranger, notamment des jeunes athlètes, est-ce qu'on se mue un peu en papa poule pour éviter qu'il y ait d'oubli de carte d'identité, de choses comme ça? Alors, oubli de carte d'identité, je l'ai vécu en tant qu'athlète moi-même. J'ai fait un aller-retour à la frontière tunnel sous la Manche. Donc maintenant, oui, je le répète assez régulièrement aux athlètes, peut-être 3, 4 fois, pas, même si je parais un peu lourd. Mais voilà, de répéter les dates de compétition, de rien oublier pour les stages, etc. etc. La répétition est la base de la pédagogie, hein. Oui. Euh, Par rapport à tous les éléments que tu nous as donnés, et ça permettra de clôturer cette première partie sur ta personne, quel est ton moment de fierté récent que tu souhaiterais nous partager? Ouah, le plus récent, c'est les 20,09 d'Igmar, parce que on savait qu'il en était capable, mais de là à le faire dès l'hiver, c'était un peu, pas inespéré, mais un peu tôt dans la saison, on trouvait. Et puis c'est une barrière, voilà, c'est une barrière mythique quand même, 20 mètres au lancer de poids, même en junior. C'est quelque chose qui est assez important. Donc d'un point de vue individuel, ouais, Ingmar, et puis point de vue collectif, c'était les interclubs, mais on va en parler après. La remontée du club l'an dernier au stade Philippe Marcombe, et en étant pour la première fois responsable d'équipe, c'était un gros moment aussi fort dans ma vie de salarié, d'entraîneur et de responsable de club. N'en dis pas plus, on garde ça et les émotions de la remontée l'an Ouais. dernier pour dans quelques minutes. Mm. Parce que juste avant, tu le sais, tu as vu le premier épisode, tu Mm. sais on va tester ta culture générale. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, top! Lancer en translation ou en rotation? Rotation, Ton lancer préféré? marteau,
Interclub ou championnat individuel? Interclub. Une qualité indispensable pour un lanceur? La détermination. Le pire moment pour un coach? Les moments de qualif, 2 essais, il reste qu'un essai pour se qualifier. Et le meilleur? Le meilleur, quand on voit l'engin partir et qu'on sait qu'il y aura record de France ou record perso ou qualif à un championnat international. Finir dans l'eau de steeple ou dépanner en courant le steeple aux interclubs? Finir dans l'eau. Tu es plus stressé en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur? Entraîneur. La musique qui te motive? Rock des années 90. Coaching individuel ou collectif? Collectif. Soulevé de terre ou développé couché? Soulevé de terre. Et le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne même si le temps est écoulé? Continue. Continue, Mm. avance. C'est ça. On a mis quelques questions, tu as Ouais. vu, en lien avec les interclubs. T'étais passé à l'eau après la remontée l'an dernier? Oui, mais j'avais prévu les affaires. Je me doutais fortement de quel que soit le résultat, j'aurais droit à... En même temps, c'était bien, il faisait plus de 30 degrés, ça a rafraîchi. Ça rafraîchit. On s'adresse à un public qui est peut-être pas forcément connaisseur du monde de l'athlétisme et de ses subtilités. Est-ce que tu peux présenter de manière assez succincte que sont les interclubs? Alors, c'est une compétition collective où tout le monde est considéré comme senior, comme adulte. On a 18 épreuves plus 2 relais par sexe où on aura à chaque fois 2 garçons, 2 filles, ce qui fait un total de 80 performances. Et puis on va additionner toutes les performances qui correspondent à un certain nombre de points. Et à la fin, c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui gagne. Tout En simple. gros, voilà. Ou qui monte, ça dépend. Ou qui montent, qui descendent. Il y a des subtilités de division derrière, mais je pense que au moins la présentation est assez claire. Pour toi, pourquoi les interclubs sont si spéciaux dans le monde de l'athlétisme? Alors, d'une part, dans la place dans le calendrier, c'est la première compétition estivale, vraiment. Donc, où toutes les spécialités vont être regroupées sur un stade. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est si spécial parce qu'on regroupe vraiment toutes les spécialités le même jour sur le même terrain, où généralement les clubs viennent avec un seul grand bus, où tout le monde est lié de l'heure du départ, ou des fois c'est 5 heures du matin, même si on participe qu'à 16 heures, et où on repart tous ensemble le soir, et où on arrive à regarder toutes les autres spécialités, à part nous en tant que lanceurs, où on peut voir du demi-fond, des sauts, etc. Parce qu'on a le temps sur la journée de tous s'encourager, et c'est un esprit collectif qui est vraiment spécial, qui se retrouve très peu, à part sur les interclubs jeunes et un peu la Coupe de France, sur ces moments collectifs. Et puis je crois qu'on est tellement un peu chacun de notre côté sur les autres compétitions, que les athlètes, ça leur fait plaisir de se retrouver tous ensemble sur les interclubs. À ton avis, il faudrait d'autres temps comme les interclubs dans l'année, ou est-ce que juste la sacralisation d'une ou deux dates au mois de mai est suffisant? Un seul tour des interclubs, alors après je peux le comprendre vu le calendrier, c'est un peu short. Donc 2 tours, je trouve ça bien parce que ça permet de se mettre en route justement pour la finale, pour l'ambiance du deuxième tour. Et après, ce qui est pas mal, c'est que tout est un peu dispatché, les interclubs seniors au mois de mai, en début de saison, les interclubs jeunes avec la Coupe de France, même s'il paraît que ça risque d'être un peu décalé. Je ne sais pas si c'est encore officiel, donc j'en dirai pas plus. Mais non, un peu dispatché, parce qu'après, on est quand même un sport individuel. Et puis sur les interclubs, la particularité aussi, c'est qu'il y a certains athlètes qui dépannent, pas forcément sur leur spécialité, donc on ne va pas leur demander 5 ou 6 fois dans l'année d'aller dépanner alors qu'ils s'entraînent sur d'autres épreuves. Ça t'est déjà arrivé de devoir dépanner? Oui. Sur quoi? J'ai fait 400 et 4x4, en plus du marteau. Et alors, ton souvenir? Dur, mais sympa. Surtout l'arrivée du 4x4. C'est vrai que c'est un moment où il y a beaucoup d'ambiance Oui. Lors des interclubs. Au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, il y a une particularité, c'est que les interclubs sont assez fortement mis en avant. Les clubs sont fortement sollicités à jouer le jeu des 2 tours, notamment pour les clubs élites, où il n'y a pas d'obligation stricto sensu à participer au premier tour, puisqu'on est qualifié pour une seule finale qui a lieu sur une seule journée. Et cette année, pour Clermont, ce sera à Montreuil le 17 mai. Est-ce que tu trouves que ce parti pris de la Ligue est intéressant, et pourquoi?
Oui, et je pense que c'est surtout qu'au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, on a une culture de l'athlète collective importante, parce que là, on parle des interclubs seniors, mais sur les interclubs jeunes, par exemple, si je dis pas de bêtises, il y avait c'est pas une bêtise, c'est sûr, il y a plus de la moitié des clubs de la finale nationale qui faisaient partie de la Ligue. Donc ça montre la forme de l'athlétisme en général dans la Ligue. Et puis après, quand on sait qu'il y a au moins 6 équipes sur 8 des interclubs jeunes qui sont de la Ligue, on les retrouve sur le niveau senior après. Donc du coup, plus la Coupe de France où beaucoup d'équipes sont qualifiées également, cette culture se nourrit d'elle-même et permet d'avoir 2 tours d'interclub qui vont être très denses sur, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 sites, c'est assez monstrueux, mais ce qui permet des belles fêtes de l'athlétisme. Et puis le premier tour, pour moi, c'est aussi de sélection pour le deuxième, parce qu'on n'a pas toujours que 2 athlètes, il y a peut-être 3 ou 4 qui peuvent jouer une place en équipe une pour la finale, donc c'est le moment d'aller jouer leur sélection pour les athlètes. Ça va nous amener un peu à ton rôle. Tu es directeur général, tu as dit que tu étais responsable de l'équipe interclub, tu es aussi entraîneur. Comment tu composes entre toutes tes facettes pour amener ces interclubs? Moi, là, bon, on est dans la phase de conception, donc c'est beaucoup de travail, conception de l'équipe, des équipes. Donc là, c'est beaucoup de travail avec les entraîneurs, savoir les absents, les présents, qui peut faire quoi, essayer de composer les meilleures équipes. Donc ça en amont. Et puis après, le jour J, une fois que l'équipe est déposée, moi, mon rôle d'entraîneur, les athlètes le savent d'avant, c'est je ne serai pas à 100% en train de coacher, parce qu'il faut que je fasse le tour de toutes les épreuves, s'il y a un problème, s'il y a un remplaçant à mettre en place, etc. C'est pour ça que c'est bien aussi de travailler en binôme, parce que ça permet voilà, de se succéder l'un derrière l'autre, derrière la cage. Et après, c'est de motiver tout le monde, parce que je ne connais pas tous les records personnels de chaque athlète du club. C'est juste de donner un aspect motivationnel. Et puis, j'en doute pas, ils sont là pour faire le meilleur d'eux-mêmes. Mais d'arriver voilà, à se faire plaisir sur cette compétition-là. Surtout sur une finale où on a des jeunes cadets, peut-être, qui vont tomber sur des internationaux seniors dans la même catégorie. Donc, éviter les moments de stress, de panique, et pour qu'ils se fassent plaisir et que ça ne soit pas juste de la panique durant la compétition. C'est sûr que le stress peut être générateur de contre-performance. On a dit qu'il fallait cumuler le plus de points Mm. possible. Il y a une hantise, je pense, côté dirigeant et responsable, c'est le potentiel zéro Oui. sur une épreuve. Alors bon, on ne parle pas de la blessure Mm. parce que ça, c'est malheureux pour l'athlète. Mais le zéro sur on n'arrive pas à trouver ses réglages, notamment sur un saut ou sur des lancers. Est-ce que ça fait que tu modifies ta manière de coacher, de conseiller, de préparer les interclubs pour tes athlètes et ceux avec qui tu discutes dans le bus notamment? Dans le bus, ouais. Après, les zéros, on les voit sur le terrain. On les a vus l'an dernier. On avait super bien commencé avec 2-0 la compétition. Au bout de 2 heures de compète, on est bon dernier avec plus de 1000 points de retard, ce qui ne nous empêche pas de finir deuxième de la compétition. Donc, c'est pas modifié, c'est rappeler ce qu'on a dit la veille. Moi, ce que j'avais dit la veille, c'est on fait le meilleur de soi, mais on évite le zéro. Pas de faux départ. On essaye de se faire plaisir, on essaye de battre son record perso, mais avant, on assure de faire une performance. Ça, je leur dirais cette année, ça serait quand même bête de faire 6 heures de bus pour juste faire un faux départ et pas pouvoir courir sa course. Donc, c'est se faire plaisir dans les règles, et puis après, les perfs en viendront d'elles-mêmes. On va revenir sur l'an dernier. Mm, La deuxième place avec ce scénario assez extraordinaire mm. où pendant un certain temps on se dit ah, finalement Clermont ils doivent jouer la remontée. Peut-être que le maintien sera potentiellement un bon résultat et puis finalement tout qui s'aligne bien et donc en terminant dans les 2 premiers, la remontée en Élite 1. Cette remontée en Élite 1, qu'est-ce que ça représente pour le club? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'était important, c'était à la maison, c'est comme un derby. C'est comme un derby en sport collectif. Les 2 équipes essayent de le gagner. Là, nous, notre victoire, c'était d'essayer de remonter. Donc ça a été une victoire qui a été duréable, mais un match, ça se joue sur la totalité du temps. Des interclubs, ça joue jusqu'au relais 4x4. Et tous les athlètes ont joué le jeu, parce que je sais que même si le début a été compliqué, tous les athlètes se sont donnés à 100% et ont fait de leur mieux.
Donc après, c'est éviter de parler du résultat, de ce qui se passe avant, dire on est à tant de points, etc. aux athlètes, c'est juste aller les voir, les motiver et leur dire fais-toi plaisir, fais du mieux que tu peux, et puis voilà, on verra ce que ça donne à la fin. Aller mettre la pression pour dire tu dois battre ton record pour qu'on monte, je pense que ça serait la pire des phrases que je pourrais avoir envers un athlète. J'ai même été voir un athlète l'an dernier qui avait fait 3 bulles au poids, il restait qu'un essai. Je lui ai dit, je suis désolé, tu as fait 4 heures de route, mais tu vas lancer sans élan. Je lui ai dit, tu seras 3 mètres en dessous de ton record, mais je te veille à boire et à manger derrière, c'est pas grave, mais il nous faut au moins 13 mètres au poids pour marquer des points, et voilà. Et donc voilà, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de points à la fin. N'importe comment on y arrive, le but, c'est d'y arriver. Le but, c'est d'y arriver. Et cette année, le but, c'est quoi? C'est quoi l'objectif du Clermont Auvergne Athlétisme à Montreuil? Faire le plus de points possible. Après, je peux pas m'avancer. Déjà, je déteste m'avancer. Quand on me demande quelle perf peut faire tel athlète, non, donner une perf, c'est donner un palier. Donc, entre guillemets, c'est interdire de faire mieux. Donc, non, c'est y aller, faire le maximum de points. C'est sûr que le minimum syndical, ça serait se maintenir. Et puis, après, on verra. Le club a été en élite depuis 2010. On est en élite 1. Là, l'an dernier, voilà, 2 ans, on était redescendu. On reprend la place. J'espère qu'on va la regarder encore au minimum pendant une dizaine d'années. Se réinstaller dans l'élite Mm. nationale à un moment où il y a quand même une reconfiguration aussi de l'élite qui est en train de se faire avec des clubs qui montent ou qui sont en train Mm. de s'installer. Un challenger deux challengers désormais pour les clubs franciliens assez identifiés Mm. par rapport à leurs résultats de l'an dernier, Bordeaux et puis l'Entente Savoie Athlée, Ouais. un autre club du coin. Quel est ton regard sur l'évolution de la carte athlétique française? Alors la carte athlétique, il y a beaucoup, maintenant on le voit, ça se fait partout, comme nous à Clermont, il y a beaucoup de réunions de clubs. Il n'y a plus de clubs avec une seule section. La plupart des gros clubs, c'est des réunions de section avec un club maître, ce qui permet d'avoir un territoire plus large, d'avoir plus de moyens financiers, meilleure, meilleure structure d'entraînement. Donc bah, il faut qu'on se batte avec ça. Et voilà. Après, j'attends de voir les compositions d'équipe de chaque club. Parce qu'on peut être. Alors, certes, il y a la culture Montreuil et Franconville qui vont essayer de se batailler pour la victoire finale. Mais après, à voir qui sera présent le jour J pour la finale interclub pour défendre pour mouiller le maillot et essayer de rester sur l'élite 1. Hum, Aujourd'hui, le système de points, en tout cas le système de classement est lié à des points en fonction d'une Mm. perf. À une époque, l'élite 1, c'était des points en fonction de la place et il fallait avoir le plus de Mm. points, mais il y avait des jeux stratégiques qui pouvaient se Oui. faire dire bon, sur cette épreuve, on n'a pas grand-chose à espérer, donc finalement, entre avant-dernier ou dernier, ça ne changera pas grand-chose pour notre capital. Par contre, on peut maximiser ailleurs. Tu préfères quel système? Ah, les points totalement, parce qu'à la place, ça allait de 16 points à 1, si je dis pas de bêtises. Table hongroise, on peut aller à plus de 1000 points. Suffisait d'engager quelqu'un pour avoir un point sur 16, possible, même s'il finissait dernier. Là, si on engage personne ou quelqu'un qui va marquer 200 points pour dépanner, ça va être totalement différent à celui qui gagne qui va marquer plus de 1000 points. On va avoir plus de 800 points d'écart. Et alors que en pourcentage, ça va être beaucoup plus important qu'entre 16 et 1 point. Et qui, pour nous, était plus désavantageux. Donc je préfère les points. Réponse très très claire. Euh, les interclubs, ça se prépare. Tu en as parlé. Tu es sur la construction d'équipe. Mm. Le Clermont Auvergne Athlétisme a-t-il mis en place des moments collectifs avant la grande échéance ou des moments collectifs sont-ils prévus d'ici la grande échéance? Alors, les moments collectifs, ça sera surtout pour les relais. Après, il nous est assez compliqué de réunir tout le monde au même endroit pour avoir ces moments-là, parce qu'on a des athlètes qui s'entraînent à l'extérieur, qui font des études à l'extérieur. Donc, ce qui va être important, ça va être le moment collectif où j'espère qu'on aura tout le monde la veille au soir à l'hôtel pour passer un bon moment, pour pouvoir faire un repas, pour pouvoir faire une petite réunion et puis discuter tous ensemble par rapport au lendemain et qu'ils se fassent plaisir sur la finale. Ça va être ce moment-là. Mais je sais que déjà, les athlètes, déjà entre eux, même si on ne met pas de moment collectif, ça en parle sur le terrain.
ça échange par message, ça commence de chambrer par rapport aux performances qui sont attendues. Donc ça se met en place tout doucement et puis ça ira crescendo jusqu'au 17 mai. Tu nous as parlé un peu, toi, de ta place à l'intérieur, les coups de stress que tu vas prendre potentiellement le 17 mai si un forfait de dernière minute et Mm. qu'il faut remplacer avec les règles de cumul d'épreuves qui sont possibles dans certaines limites. Il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas assez développé, c'est la question de l'ambiance. Parce que tu dis, il y a 6 heures de bus qui attendent les athlètes pour aller sur Paris. Qu'est-ce qui, comment elle se passe, l'ambiance, dès le bus et jusqu'au retour dans le grand soir ou au petit Ouais. matin? Bon, après, généralement, à l'aller, c'est assez studieux. Il n'y a pas trop de chahut. Les athlètes discutent entre eux et tout. Quelques-uns jouent aux cartes ou à d'autres jeux. C'est assez studieux. Le soir, on rigole bien, surtout pendant le repas. Après, tout le monde dodo assez tôt, hein, on surveille pour être en forme le lendemain. Et c'est vrai que le lendemain soir, le retour de bus, les 2 premières heures sont assez agitées. Après, la fatigue commence d'arriver, donc tout le monde se calme et dort pour rentrer à 2 heures du matin à Clermont. Si on doit motiver des personnes qui suivent l'athlétisme un Mm. petit peu de loin à venir sur un deuxième tour d'Interclub, cette année on a la chance, l'élite 2 l'an dernier était à Clermont, Mm. cette année il est à Grenoble. Mm. On a un tour de National 2 qui a lieu à Lyon. Euh, Pourquoi en termes d'ambiance, les interclubs c'est différent des championnats et ça vaut le coup à la fois en tant qu'athlète de le vivre, mais surtout en tant que spectateur? Alors, en tant que spectateur, quand on est novice, en plus les interclubs, ça permet de voir toutes les épreuves en même temps. Donc vraiment d'arriver à apprécier les courses, les sauts, les lancers. Et puis en termes d'ambiance, là, chaque club a tout le temps du monde sur la piste, a des athlètes. Et donc du coup, le reste de l'équipe qui ne participe pas encourage. Donc il y a de l'ambiance assez festive entre les tambours, les cornes de brume, etc. Qui sont tout le temps présentes parce que tout le monde encourage les collègues qui sont sur la piste, et ça c'est de 9 h du matin jusqu'à 17 h, avec le clou du spectacle 4x4 où c'est la folie parce que les résultats arrivent et c'est la dernière épreuve. Et la course des mascottes. Et la course des mascottes également. Ça c'est un point qu'il faut que je travaille. Ah, On n'a pas encore travaillé. cette année, tu seras la mascotte? Non, 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 il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes que moi à le faire. Surtout quand après il faut Non. courir ou il faut participer à une En épreuve en imaginant que plus. je me blesse, je pourrais pas faire de remplacement d'équipe derrière, donc non, je vais déjà. On va rester Oui. sage. Euh, Ton interclub inoubliable, ton anecdote des interclubs que tu aurais envie de nous partager, c'est laquelle? C'est quoi? Ouais, alors l'an dernier, c'était très fort avec Clermont en termes de responsable d'équipe et d'organisateur de la compète. Mais des interclubs qui ont été très très forts, c'est 2009 Montpellier, où on match contre Clermont. Et alors il y a deux trucs, c'est que là, je lance encore le marteau, et à l'époque, Roland Dufour lançait également, grand entraîneur de marteau de Clermont. Et là, qui vient me battre sur le dernier essai et qui vient me mettre une petite tape dans le dos en me disant le vieux est encore là. Et là, c'était, même à 23 ans, on prend un coup dans le dos. Et derrière, par contre, en termes de résultats, on monte en élite 1. Et où là, le président a payé barbecue, fiesta sur le stade de Philippides jusqu'à 2 h du matin, où il y avait une piscine, la rivière de Stipe pour tous les athlètes, pour le président. Voilà, ça c'était un interclub qui était inoubliable, celui-là, plus en tant qu'athlète. Tu nous as donné les deux côtés. Mm, L'athlète à exactement. Montpellier, en tant qu'entraîneur et dirigeant l'an dernier, la fête. Mais à chaque fois, ce que je retiens, c'est que c'est à domicile. Il y a quand Oui, même un côté qui se passe, stade Philippides mais à Montpellier, stade Marcombe. c'est mon mal des transports, ça. Ah, ça, on peut peut-être te donner Ouais. quelques conseils pour bien vivre ton trajet jusqu'à Montreuil. Je crois qu'on a des ressources Bon, ça en va alors. interne à la Je ligne. prendrai. On va terminer cet épisode de Mm, Sans Dossard avec une petite surprise mm. pour toi. On a un message d'une personne que tu connais bien. Elle est présidente d'une des sections du Clermont Auvergne Athlétisme. Tu vas pouvoir te tourner vers la télé et on va accueillir Patricia Sanchi. Salut Antoine, juste un petit coucou pour te remercier et surtout pour te dire de ne pas changer. Reste comme tu es,
ça nous convient très très bien. Allez, à bientôt. Ouais, ma deuxième passion, la pêche. Ouais. T'es grand pêcheur? En fait, c'est le moment qui me permet de déconnecter. J'adore l'athlé, mais quand on vit de sa passion, il y a un moment où il faut arriver à couper également. Et ces moments-là où tout seul au bord de la rivière ouais, sont nécessaires et où je peux y passer voilà, 3-4 heures directement. Je rentre du boulot et je repasse même pas par la case maison. C'est 3 heures au bord de la rivière et, où c'est des moments de dépaysement et où d'autres iraient jouer aux cartes ou jouer à l'ordinateur. Moi, c'est ces moments-là qui font du bien et voilà. Donc ce que je retiens, c'est que si tu n'es pas en train d'effectuer un remplacement à Montreuil, tu seras en train de pêcher dans la rivière de Steeple. Ouais, mais ça serait une faute professionnelle, je pense, de pêcher durant les interclubs. Eh bien, merci Antoine pour ta présence, d'être venu jusqu'à nous pour ce deuxième épisode 200 d'Ossard. On va souhaiter plein de bonheur et de meilleures performances possibles à Clermont pour se maintenir à minima en élite 1. Et puis, on se dit à bientôt sur les stades. Bah, merci à toi et merci pour l'accueil.